Bien. Donc l'intitulé du cours que nous allons présenter est la didactique des langues. Un sous-titre pour ce titre, c'est concepts et approches. Destiné au semestre 6 des facultés des lettres et des sciences humaines d'une façon générale. Pour commencer, il faudrait peut-être déjà contextualiser la question et la problématique de la didactique des langues. Il faut donc commencer par le commencement et dire que la didactique est un champ disciplinaire qui se trouve au croisement de plusieurs théories et disciplines. On cite par exemple les théories d'apprentissage, les sciences du langage, neurosciences, pédagogie, etc. Ceci pour dire que le concept est assez complexe, car exactement, il se trouve au carrefour d'autres disciplines qu'on appellerait peut-être des disciplines voisines, connexes, etc. Chercher à définir la didactique n'est pas une mince affaire, parce que exactement, il est d'une complexité extraordinaire. D'aucuns définissent la didactique comme science, d'autres diraient qu'il fait partie de ce qu'on appelle la linguistique appliquée, les sciences du langage, etc. Mais pour être didactique dans notre démarche, puisqu'il s'agit d'un cours de didactique des langues, en l'occurrence, on doit retenir juste une définition toute simple. Mais avant de définir cette didactique de cette façon-là, je dois dire que ce qui découle de la complexité du concept, c'est que normalement, le concept, il est dynamique, ou bien il a des effets, si vous voulez, des effets sur la dynamique des pratiques enseignantes en classe et sur les pratiques de l'évaluation et sur la nature du contenu à enseigner. Ça veut dire qu'il a des retombées d'ordre pratique au sein de la classe d'une façon générale. Il en résulte également, il résulte de ces définitions, de ces concepts, de la complexité de ce concept d'une façon générale, il en résulte un approfondissement des réflexions sur la nature des contenus à suivre, du contenu plutôt à enseigner, des démarches et des méthodes à suivre, des moyens et des outils à mettre en œuvre dans les situations d'enseignement-apprentissage. Bien, j'arrive maintenant à la définition que nous devrions retenir. Je l'avais dit, annoncé au début, d'entrée de jeu. Maintenant, on va essayer un petit peu de définir la didactique, c'est-à-dire la définition que nous allons retenir. Une définition qui soit claire, simple, opérationnelle. La didactique, donc, est une discipline qui s'intéresse à toutes les questions posées par l'enseignement-apprentissage et l'acquisition des connaissances relatives aux différents domaines, aux différentes disciplines, qu'ils soient scolaires ou universitaires. Qui dit la didactique s'intéresse aux connaissances et aux apprentissages, à l'enseignement relatif aux disciplines, va constater qu'on peut parler d'une didactique générale qui s'intéresse aussi bien aux didactiques des sciences, aux didactiques des langues, etc. On parle d'une didactique générale. Comme on peut parler également de la didactique des sciences. Lorsqu'on parle de la didactique des sciences, c'est que ça s'intéresse, ça questionne, ça interroge exactement toutes les sciences, les différentes disciplines scientifiques enseignées. Les sciences de la vie et de la terre, la science physique, les mathématiques, et j'en passe. Et lorsque la didactique, ou l'objet du questionnement de la didactique est les langues, on parle tout simplement
de la didactique des langues, qu'il s'agisse de langues étrangères, de langues maternelles, de langues secondes, etc. Donc, je dirais que la didactique des langues s'occupe de l'enseignement-apprentissage et de l'acquisition des différentes langues, je viens de le dire, suivant une pléthore de méthodes, de méthodologies, de démarches et d'approches. La didactique est donc la didactique disciplinaire, ce qu'on appelle la didactique disciplinaire, traite également des questions de chaque discipline prises à part. On parlerait alors donc de didactique de français, de lecture, de grammaire, de ceci, de cela, de sciences de la vie de la terre, des mathématiques, comme je viens de le dire tout à l'heure. Avec cette didactique des langues, il y a une sorte d'évolution au niveau de cette discipline, et l'on parle avec Christian Puren d'une didactique de la langue-culture. Langue-culture, culture. C'est-à-dire que la langue, il est porteuse, il est, si vous voulez, un vecteur plutôt de transmission d'un certain nombre de valeurs culturelles, de concepts culturels. Donc, on parle de la didactique de la langue-culture. Comme on pourra même oser parler de la didactique de langue interculture. Donc l'interculturel, il est également récemment présent dans la conception, dans les discussions, dans les débats autour de la didactique des langues d'une façon générale. Et on renvoie ici au site de Christian Puren, c'est www.christianpurenattaché.com, qui renferme un certain nombre de références, de documents sur la question. En parlant de la didactique, on ne peut ne pas évoquer également le concept de pédagogie. La didactique et la pédagogie sont à mes yeux, si vous voulez, deux faces d'une même médaille. Ça veut dire qu'ils vont ensemble, ils sont inextricablement liés l'une à l'autre. Lorsqu'on parle didactique, on parle de pratique enseignante, on parle de pratique en classe, et nous sommes forcément en présence d'apprenants, d'un contenu à enseigner et d'un enseignant. On peut ajouter également le contexte, le milieu, etc. Mais de toute façon, on maintient ce triangle didactique, ce qu'on appelle le triangle didactique. Et forcément, la pédagogie et la didactique, lorsque la didactique et la pédagogie vont ensemble. La didactique, ça peut concerner donc les contenus à enseigner. Je reprends la définition simple et claire qu'on doit retenir, c'est que la didactique s'intéresse au contenu à enseigner. La pédagogie va s'intéresser à un autre aspect qui est surtout l'aspect, si vous voulez, relationnel, interactionnel. Donc l'interaction va s'intéresser à tout ce qui se passe au sein de la classe, la vie de la classe, le climat de la classe, l'atmosphère générale, les relations horizontales, verticales, les styles d'apprentissage, etc. Donc on est dans l'art, dans cet art d'enseigner, mais aussi l'art de la relation. On est dans, si vous voulez, l'art de l'interaction, si vous le permettez. Donc, c'est pour cela que j'ose dire que la didactique et la pédagogie, je rappelle, ils sont inextricablement liés l'une à l'autre, l'une complète l'autre. Je peux même dire que l'une ne va pas avoir sens, ne peut pas avoir sens sans l'autre. Quoi qu'il y ait, bien sûr, des nuances du côté d'autres de ces deux concepts. Les deux sont inextricablement liés, donc pédagogie et didactique. Ils sont, si vous voulez, les deux faces d'une même médaille. La didactique s'intéresse principalement au contenu disciplinaire et conduit une réflexion sur les stratégies, les méthodes et les outils de leur transposition. Donc la didactique, c'est vrai, il a un aspect principalement, majoritairement, essentiellement pratique. C'est de la pratique enseignante, c'est de la pratique en classe, mais en même temps, la didactique
si vous voulez, conduit également une sorte de réflexion sur le plan épistémologique. Il y a une réflexion sur les méthodes, sur les théories, sur la pratique, etc. Donc il y a une réflexion profonde sur les stratégies, les méthodes et les outils de la transposition du savoir. La pédagogie, comme je venais de le dire, est un art de la relation. Il s'occupe principalement également de l'interaction, de la vie de la classe, etc., des styles d'apprentissage et peut-être la gestion des conflits, des imprévus, les processus d'apprentissage au sein d'un groupe. J'arrive maintenant à un troisième concept qui me paraît fondamental dans le domaine de la didactique ou de la didactico-pédagogie, c'est le concept d'andragogie. Si la pédagogie concerne principalement des enfants, donc on dit enfants lorsqu'on dit pédagogie étymologiquement, pédo, donc ça renvoie à l'enfant, l'andragogie s'intéresse à la formation des adultes qui progressent principalement aussi par le partage d'expériences. Donc devant des adultes, on n'est plus dans l'enseignement, si vous voulez, vertical, mais on est dans une approche plutôt participative. On est face à des communautés de pratiques ou de praticiens, par exemple, sur le terrain, lorsqu'il s'agit de formation. Et normalement, l'andragogie, elle essaye un petit peu de s'intéresser à cette formation des adultes qui se forment à travers le partage, le retour sur expérience, à travers des mutualisations dans des ateliers, etc. Donc, pour que l'adulte soit motivé, la motivation de l'adulte n'est pas la même que celle d'un enfant, par exemple, d'un élève, d'un étudiant, etc. On motive lorsqu'on l'invite à mettre les mains à la pâte, à participer, à partager son expérience, à partager son capital expérientiel, si j'ose employer ce terme. Donc le capital expérientiel de chacun des formés ou des apprenants, par exemple, surtout des formés, compte énormément. Donc l'apport de chacun enrichit l'expérience de l'autre et c'est à travers cette mutualisation, ce partage, cette mise en confrontation des expériences, des idées, etc., que l'adulte arrive à évoluer, à se former, à s'auto-former, peut-être aussi éventuellement. Et un autre concept, puisque dans l'intitulé de ma présentation, j'ai parlé de concept, il y a le concept de transposition didactique qui est très cher à Chevalard, qui parle de transposition didactique. C'est tout simplement, lorsqu'on parle de transposition didactique, c'est un concept qui ne vient de la sociologie, mais qui prend un sens particulier en didactique. Lorsqu'on parle de transposition didactique, c'est tout simplement comment passer, transmettre ou transférer un savoir savant pour qu'il devienne un savoir enseigné. Donc on parle d'un savoir savant, donc produit par la communauté scientifique, par ce qu'on appelle la noosphère, donc des acteurs chargés des programmes. Donc ceci dit que la transposition didactique, il consiste, si vous voulez, à didactiser des contenus. Donc on parle de didactisation, de l'enseignabilité des contenus qui sont des contenus savants. Donc on avait dit un savoir savant produit par des scientifiques, par la noosphère, par les concepteurs de programmes, de curriculum aussi, ça se dit. Et je donne ici la conception de Chevalard, la définition, comment il définit la transposition d'une manière assez simple. Yves Chevalard parle lorsqu'un contenu de savoir ou bien un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d'enseignement. Le travail qui, d'un objet de savoir à enseigner, fait un objet d'enseignement est appelé transposition
didactique. C'est extrait de l'ouvrage La transposition didactique d'Yves Chevalat, publié en 1985. Maintenant, j'arrive à un aspect qui concerne les applications, si vous voulez, dans le domaine des langues, quelques aspects pratiques, l'application de la didactique, donc que j'ai appelé didactique mise en application. La didactique, il est appliqué dans les différents domaines d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle les domaines d'apprentissage, c'est-à-dire il est appliqué aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, à la lecture qu'à l'enseignement de la grammaire, et on parle de la didactique de la lecture, la didactique de l'oral, la didactique de l'écrit, la didactique de la grammaire, etc. Donc la didactique, il a des applications directes dans les différents domaines d'apprentissage d'une langue, aussi bien au collège, lycée, etc., même au primaire, etc. Et ici, on parle, si vous voulez, de stratégies, de méthodes, de manières, de démarches qui vont nous servir pour enseigner une composante, ou un composant, une composante, un composant. Par exemple, lorsqu'on parle de didactique et de l'écrit, on s'intéresse à la réception de l'écrit, à la production de l'écrit, à l'évaluation de l'écrit. La même chose pour l'oral, production, compréhension, réception, etc. Donc on est dans une logique de conception, de démarche, d'étapes à suivre, de matériel didactique à mettre à la disposition de l'enseignant, la mise en condition également des élèves, etc., ou des apprenants d'une façon générale. Je résume, je récapitule en disant que la didactique a des applications directes sur les différents domaines d'apprentissage, donc les différents contenus enseignés, bien sûr des contenus langagiers, linguistiques, etc., et des différents domaines d'apprentissage qui concernent l'écrit, l'oral, la production de l'écrit, la production de l'oral, la réception de l'écrit, la réception de l'oral, la lecture, la grammaire, etc. Bien. Maintenant, je passe à un aspect qui concerne la pédagogie, puisqu'on est toujours dans cette dichotomie didactique-pédagogie. Donc on l'avait souligné au début que ce sont, si vous voulez, deux faces d'une même pièce de monnaie, si vous voulez. Les applications de la pédagogie sont intéressantes, des applications très, très intéressantes. Et on parle, par exemple, de la pédagogie de l'erreur. Pédagogie de l'erreur, je place ici en exergue un extrait, une petite citation d'Astolfi. Apprendre, c'est toujours prendre le risque de se tromper. Donc, la pédagogie de l'erreur, si vous voulez, a changé de conception du statut de l'erreur à travers l'évolution des différents paradigmes, des différentes théories d'apprentissage, par exemple, etc. Lorsqu'on passe du behaviorisme, par exemple, vers le constructivisme, le socio-constructivisme, etc., ce n'est pas toujours la même conception de l'erreur, l'erreur n'a pas le même statut. Et lorsque je dis, par exemple, le behaviorisme, c'est l'arrière-fond théorique, si vous voulez, de ce qu'on appelait la pédagogie par objectif, n'est-ce pas? En ce qui concerne le constructivisme et le socioconstructivisme, on est dans une autre approche, un autre paradigme, celui des compétences. Donc l'erreur pour les behavioristes, pour la pédagogie par objectif, si vous voulez, l'erreur, il s'apparente à un péché, ça veut dire il est à punir, il est à bannir, etc. Alors que dans la logique, ou dans l'esprit, dans la logique, dans la perspective, dans la logique constructiviste, socio-constructiviste, l'erreur, si vous voulez, il est tolérable,
Par contre, il est souhaitable parce qu'il est formatrice quelque part. Il nous donne, si vous voulez, des informations précieuses sur l'évolution des apprentissages des apprenants, et il nous aide à prévoir, à planifier des façons de remédiation, à planifier des remédiations pour pallier les insuffisances de chaque apprenant, etc. Donc là, l'erreur, il n'est pas à craindre, il n'est pas à faire peur. L'erreur, il est révélatrice, il révèle, si vous voulez, le degré d'atteinte des objectifs, le degré de réalisation des compétences, le degré de réalisation des tâches, etc. Autrement dit, la pédagogie de l'erreur, dans la logique constructiviste, socio-constructiviste, essaye un petit peu de dédramatiser, de dédiaboliser, si vous voulez, l'erreur, et de parler d'une erreur comme l'erreur qui aide à progresser, l'erreur qui aide à réussir, etc. Et pour dire simplement, l'erreur renseigne sur les apprentissages réels de l'apprenant et permet de planifier des remédiations ad hoc, de pallier des insuffisances constatées chez les apprenants, les étudiants, etc. L'erreur est donc à ce titre formatrice, car elle aide l'apprenant à prendre conscience de son apprentissage et si vous voulez, de ces mêmes erreurs-là. Donc le fait qu'ils prennent conscience de ces erreurs, si vous voulez, on est dans un processus qu'on appelle la réflexivité. Ça veut dire un retour sur ses apprentissages, sur ce qu'il a bien compris, ce qu'il a bien assimilé, ce qu'il n'a pas bien assimilé, etc. Donc cette opération, ce retour sur ses propres erreurs, etc., va permettre à l'apprenant d'évoluer, si vous voulez, de rectifier, rectifier le tir, si vous voulez, donc de simplement de corriger ses erreurs, de s'auto-corriger même. D'accord ? Et c'est toujours Astolfi qui dit, c'est l'intitulé d'un ouvrage, l'erreur, un outil pour enseigner. Donc c'est un outil pour enseigner. La pédagogie du projet, lorsqu'on parle également toujours dans cette logique d'approche par compétence, etc., on parle de ce concept-là de projet. Ça veut dire que l'apprenant doit construire son projet, ou bien co-construire le projet avec ses pairs et avec la présence de l'enseignant, etc. Lorsqu'on dit pédagogie par projet, d'abord, au départ, on part d'un diagnostic des besoins du groupe, classe, etc. On essaye de négocier les contenus à enseigner, de négocier la démarche à suivre ou les démarches à suivre, de négocier même les modalités d'évaluation, les modalités d'enseignement, etc. Et là, on considère que l'apprenant, généralement, il est acteur, donc il est impliqué dans son processus d'enseignement-apprentissage, il est actif, il est acteur, donc il participe à la construction de son propre savoir, bien sûr avec les autres, avec les pairs, avec la présence du professeur qui est un accompagnateur, etc. Et dans l'idée du projet, il y a déjà l'idée également d'anticipation. Donc lorsqu'on dit projet serré, étymologiquement, ça veut dire c'est se projeter. Ça veut dire il y a l'idée de l'anticipation. Anticipation, puis également il y a organisation, il y a planification, etc. Puis vers la fin, il doit y avoir bien sûr une évaluation et par la suite même un suivi. Après l'évaluation, il doit y avoir un suivi de la réalisation pour voir les degrés de réalisation de ce projet mené, si vous voulez, par l'élève, mais avec bien sûr les autres apprenants, etc. Et donc l'apprenant acteur associé à la structuration, à l'organisation de ses apprentissages. On parle également de la pédagogie différenciée. La pédagogie différenciée, donc on est dans si vous voulez, un esprit de différenciation, c'est-à-dire que
on prend en considération les différents rythmes d'apprentissage. Chaque apprenant, chaque étudiant, chaque élève, etc., il a son propre rythme d'apprentissage. Chaque élève, peut-être, il a aussi ce qu'on appelle les différences. Il y a aussi des différences d'intelligence. Et des différences d'intelligence. Gardner parle des intelligences multiples, d'accord? Donc il faut respecter ces différenciations et essayer, par exemple, la pédagogie par différencier, essayer ou bien prendre la répartition, par exemple, d'un groupe à des sous-groupes de besoins. D'accord? Donc pour respecter justement les différences, les rythmes d'apprentissage, les différences d'intelligence entre les différents élèves, les différents apprenants qui composent le groupe classe.